Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme Tour de France avec le débrief, le décryptage un petit peu de cette étape numéro 11, étape qui partait d'Albi pour aller à Toulouse. C'était le retour après une journée de repos qui a fait certainement du bien à beaucoup de coureurs, par exemple à Nofredo, même à des baroudeurs pour renouveler un petit peu les accus, parce que c'est vrai que la première semaine a quand même duré 10 jours, donc elle a été assez éprouvante. Pas trop d'étapes difficiles. Il y a eu l'étape de l'arrivée à Saint-Étienne, l'arrivée également à la planche des Belles-Filles qui ont été un peu difficiles, l'étape aussi d'Épernay pour certains coureurs, mais quand même était un parcours principalement plat sur cette première semaine. Alors sur cette étape qui était assez courte, 167 km, échappée de 4 coureurs contrôlés par le peloton. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'avance. Avec Lilian Calmejane, étonnant de voir Lilian Calmejane dans cette étape, surtout que demain le parcours pourrait lui correspondre. C'est pas si difficile que ça, cette première étape dans les Pyrénées avec une arrivée en descente. Donc c'est étonnant de le voir à l'attaque aujourd'hui. Alors peut-être qu'il s'est fait un petit peu remonter les bretelles après l'étape d'Albi où il a raté l'échappée, mais c'est quand même étonnant. On avait également Stéphane Rossetto, Anthony Perez, et puis le Belge Aimé de Rent, qui n'est pas le frère de Thomas de Rent. Il n'y a aucun lien de parenté entre les deux, c'est un homonyme. Enfin, c'est un homonyme au niveau du nom. Échappé qui passera toute la journée en tête. Chute à 30 km de l'arrivée qui va avoir des conséquences. Chute avec Richie Porte retardé, Ciccone qui tombe, Langeveld, et puis également Quintana et Niki Terpstra, le coureur de Total Direct Energy qui abandonnera saison noire pour Terpstra, qui avait déjà abandonné sur le Tour des Flandres au bout de 60 km de course, qui n'avait pas pu défendre ses chances ensuite sur Paris-Roubaix. Donc saison difficile pour le néerlandais. Et puis dans le final, dans les derniers kilomètres, l'échappée se disloque avec l'attaque d'Aimé de Rennes, qui a été intelligent, qui était le plus frais du groupe. Un sprint totalement réglo, il n'y a pas grand chose à dire sur ce sprint à part. On parlera un petit peu de Caleb Ewan qui s'impose sur le fil lors de cette journée. On passe tout de suite au Français du jour. Le Français du jour, Julien Lafilippe, qui a passé une très bonne journée. Il n'y a pas grand chose à dire pour Julien. Devant le coureur français qui n'a pas eu grand chose à faire. Alors j'aurais pu mettre un autre coureur, mais il n'y a plus de sprinter français. Christophe Laporte a abandonné, donc il n'y a plus grand chose à dire de ce côté-là. Et c'est vrai qu'Alaphilippe a quand même le maillot jaune, donc c'est un Français qui doit être mis en avant. Maintenant, place pour lui aux Pyrénées. Les Pyrénées qui ne vont pas être faciles pour Julien Lafilippe. Pour moi, Julien Lafilippe, c'est un beau coureur, mais il a du mal avec les efforts de longue durée. Alors autant demain c'est encore jouable, par contre samedi ça sera vraiment très très dur et je ne suis pas sûr qu'on le voit maillot jaune à l'arrivée samedi. Déjà il faudra passer également le contre-la-montre de Pau, qui est un contre-la-montre de spécialiste, surtout la deuxième partie du parcours. On a vu quand même que son équipe a décidé de lui faire un peu moins de travail, même si c'est lui qui est l'une des pierres pour lancer le train pour Elia Viviani. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on passe à Caleb Ewan, le vainqueur du jour, l'Australien. Première victoire d'étape pour Caleb Ewan sur ce Tour de France, lui qui avait déjà remporté une étape sur le Giro. C'est l'année des premières pour lui, parce que je crois que c'était également sa première victoire d'étape sur le Giro. Eh bien, à vérifier, ça quand même, j'ai un petit doute maintenant, mais ça c'est sûr, sa première victoire d'étape sur le Tour de France, vu que c'est son premier Tour de France. Il a été très fort en plus parce qu'il n'est pas très bien emmené, son équipe n'est pas très présente autour de lui dans le final où elle est en second rideau, mais j'ai l'impression même derrière les Bora, on les a vraiment pas vus les lotos sur le final. Et il arrive à remonter Viviani, Groenewegen parce qu'il est derrière eux. Certes en enfermant Bonifacio, c'est à la limite la vague qu'il réalise sur Bonifacio, parce qu'il change 2 fois pour moi de voie, donc ça peut être réprimandable. Il enferme un petit peu Bonifacio. Mais après voilà, il a été très fort parce qu'il remonte Viviani, Groenewegen qui est peut-être parti un peu tôt, le coureur néerlandais, mais très bon sprint de la part de Caleb Ewan, et c'est bien pour lui. Cette saison est plutôt bonne pour le coureur australien. Dylan Groenewegen, très bien emmené. Alors ça, faut saluer le travail de son équipe. C'est vrai que j'étais méfiant sur le collectif de la Jumbo-Visma.
parce que pour moi, il y avait des coureurs qui, on savait, n'allaient pas participer au train. C'était le cas, par exemple, d'un Lorenz de plus, c'était le cas d'un Stefan Kruijswijk, d'un George Bennett, qui sont quand même plutôt du côté de la montagne. Donc on savait que ça allait se limiter à 4 coureurs, mais ces 4 coureurs, ils sont excellents. Alors moi, j'aimerais en citer 3, mais Wout van Aert, Tennyson, Tony Martin également, qui amasse un énorme travail sur les premiers kilomètres, ce qui passe quand même quasiment, à part dans les 15 derniers kilomètres où il disparaît, mais sinon sur toute la première semaine il a été présent, surtout le début d'étape, pour contrôler énormément, pour faire le rythme, pour régler un petit peu l'écart avec les échappés. Et puis Wout van Aert, Tennyson, Wout van Aert qui a fait un énorme relais pour bien placer Groenewegen. Après c'est dommage chez Groenewegen, il lance d'un petit peu tôt, j'ai l'impression, ou soit il n'a pas l'énergie suffisante. On sait que voilà, il est peut-être un petit peu passé son pic de forme, mais voilà, je ne l'ai pas senti au-dessus du lot, et c'est pour ça que sur la fin de son sprint, Caleb Ewan remonte sur lui. Caleb Ewan qui a fait quand même un très gros sprint. Les bonnets d'âne. Alors on finit avec les bonnets d'âne, on va aller assez vite sur le bonnet d'âne puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais commencer avec André Greipel, ça va commencer à être un petit peu de Madeleine de Proust, André Greipel du côté des bonnets d'âne sur ce Tour de France. Alors je sais qu'André Greipel, on va me dire, André Greipel il a 36 ans, je sais qu'il est plus tout jeune, on va me dire André Greipel il n'est pas très bien emmené. Alors déjà moi ça me pose un souci parce que André Greipel qui est pas bien emmené, alors on pourrait dire oui mais c'est parce que Arkea Samsic veut prendre les échappées. Ouais. Sauf que Arkea Samsic dans les échappées, à part Anthony Delaplace, j'ai pas vu d'Arkea Samsic dans les échappées. Donc, et quand je regarde Cœur de Braise tous les soirs, tous les matins, je sais pas à quelle heure ça passe, sur YouTube, qui est un peu l'immersion dans l'équipe Arkea Samsic. J'entends Yvon le Danois dire les mecs, si vous ne sentez pas l'échappée, vous y allez pas. Ça, je veux bien le comprendre. Ça peut être un choix, on veut jouer que la gagne. Ça, après, je juge pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a de la main-d'œuvre pour faire un train pour André Greipel. Et là, excusez-moi, mais c'est pas normal que ce soit Warren Barguil qui soit le seul à rouler pour André Greipel. Que fait Florian Vachon? Que fait même Delaplace? Que font ces coureurs-là qui, normalement, doivent bosser pour Barguil? C'est pas normal qu'il soit pas dans le train. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il ait pas un vrai train. Et ensuite, André Greipel, il y a aussi un problème parce que c'est pas normal qu'il finisse derrière Warren Barguil au niveau du sprint. Il finit 36e, Warren Barguil est 10e. Très bon sprint, même on pourrait dire, de Warren Barguil qui est en forme, le champion de France. Il le montre encore. Mais Greipel, on ne peut pas finir aussi loin un sprint. Alors je sais bien qu'il a un moment enfermé, je l'ai vu se faire enfermer, mais il peut pas finir 36e, il y a un moment. C'est pas en finissant 36e qu'il va mettre en confiance ses équipiers pour rouler. Donc c'est vraiment une situation difficile. Alexander Kristoff, 9e. Devancé également par son poisson pilote, Alexander Kristoff. Bon, déjà, il n'est pas aidé lui aussi parce que UAE n'a pas forcément les coureurs pour rouler. Alors, on sait qu'UAE, ils jouent sur beaucoup de terrains différents. On se demande même quel est leur terrain parce qu'il y a en même temps Rui Costa, vous avez Dan Martin, vous avez Fabio Aru qui a perdu du temps, mais on ne sait pas trop déjà qui est le leader. Enao qui a l'air de servir d'équipier, ce qui je trouve est dommage parce que Enao c'est quand même un mec qui est capable de faire des belles performances. Et donc Kristoff se retrouve un peu seul et surtout il était très très loin en 500 mètres, c'était totalement désorganisé du côté du AE. Donc quand vous êtes loin en 500 mètres, vous ne pouvez pas faire un bon sprint. Même s'il y a un peu moins de gros sprinteurs sur ce Tour de France depuis la fin, l'arrêt, l'abandon de Rick Zabel qui nous a tellement impressionné sur tout le Tour de France. On aurait cru voir son père. Je ne sais pas si j'ai assez bien joué l'ironie, mais Rick Zabel, il ne nous aura pas marqué sur ce Tour de France. Je pense qu'il y a des coureurs même qui se demandent où il est passé, Rick Zabel. Et oui, il a abandonné au début de cette étape. Dernier bonnet d'âne, Quintana. Alors vous allez me dire pourquoi Quintana, on ne l'attendait pas aujourd'hui du côté du sprint. Oui, mais Quintana, il fait partie de ceux qui sont tombés à 30 km de l'arrivée. Et il est bien tombé, Quintana. Il s'est raflé sur tout le côté, le coude également qui était vraiment écorché. C'est une chute qui peut avoir de grosses conséquences à cause d'une inattention parce qu'il était quand même très loin placé parce que la chute s'est quand même passée sur la deuxième moitié du peloton. Or, un leader comme Quintana, il doit être devant. C'est pas normal qu'il soit aussi loin à 30 bornes de l'arrivée. Donc c'est une chute qui peut avoir de grosses conséquences parce qu'on sait qu'une chute, elle a
Enfin, vous passez une mauvaise nuit, forcément, parce que ça vous brûle. Hein. Vous avez tous eu ce sentiment-là quand vous êtes blessé, râpé, après une sortie à vélo ou n'importe quel sport. Eh bien, la nuit, ça frotte les couvertures sur la blessure et ça fait très très mal. Donc la nuit n'est pas bonne, donc la récupération n'est pas bonne. Et puis surtout, vous êtes courbaturé parce que la chute est parfois violente. Puis des fois, vous avez tout simplement mal. La douleur va se raviver le lendemain quand les muscles sont froids. Donc c'est une chute qui peut avoir des conséquences sur l'étape de demain et également sur le contre-la-montre parce que le coude, ça sert pour la position de contre-la-montre, donc il aura peut-être une mauvaise position de contre-la-montre, et vu que déjà c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, ça peut avoir des conséquences très désagréables d'être mal placé dans un peloton. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir, et puis nous, on se retrouve demain matin pour faire la présentation, l'analyse de l'étape numéro 12, la première étape pyrénéenne, et puis on se retrouvera surtout demain soir pour faire le débrief de cette fameuse étape numéro 12 où je pense qu'il y aura un peu plus de choses à dire qu'aujourd'hui. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.